Somnifère, le podcast. On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter, nous enseigne La Fontaine. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 30 janvier et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Bertrand, un sexagénaire parisien qui mène une vie calme et solitaire. Or en pleine nuit, il reçoit un coup de fil qui va venir bouleverser le cours tranquille de son existence. C'est une nouvelle de Bernard von Gliss intitulée « Le chat de Schrödinger ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise, ajustez votre drap ou votre couverture et quand vous le souhaitez, fermez les yeux. On va commencer par prendre ensemble une longue inspiration en gonflant à la fois le ventre et les poumons. Et on relâche toutes les tensions à l'expire. Vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, répéter l'exercice une seconde fois. Portez à présent votre attention sur le sommet de votre tête et plus particulièrement sur l'espace au milieu de votre cuir chevelu. Pendant un petit moment, focalisez entièrement votre attention sur cet espace et observez simplement vos sensations. À présent, dessinez mentalement un petit cercle à cet endroit. Et continuez d'observer vos sensations tout en portant votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Imaginez à présent un pouce se poser dans votre petit cercle et y exercer de petites pressions, délicatement, avec douceur. Observez simplement vos sensations en profitant simplement de cet état de calme qui s'installe. Laissez à présent votre cercle lentement s'agrandir et venir envelopper et détendre chaque partie de votre corps. D'abord votre cuir chevelu,
puis votre visage. Vos épaules. Votre poitrine. Votre ventre. Vos hanches. Vos cuisses. Vos mollets. Et enfin vos pieds. Prenez un instant pour simplement apprécier l'état de calme et de sérénité dans lequel vous vous trouvez. Et pendant la prochaine minute, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur les mouvements de votre ventre qui vous berce à l'inspire et à l'expire. Notez comme votre corps semble se détendre toujours un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Bernard von Gliss, le chat de Schrödinger. Tous les Français qui ont fréquenté un lycée connaissent au moins, mais souvent hélas au plus, un auteur anglais. Bien. De ce dramaturge, une pièce. Oui. De celle-ci, une réplique. Bravo. Pourtant, cette assertion apparemment évidente est contestée depuis la fin des années 20 par un groupe de savants formant l'école de Copenhague, matrice de la mécanique quantique. Être ou ne pas être, telle n'est donc plus désormais la question, puisque selon Erwin Schrödinger, on peut à la fois être et n'être pas. Comment? Enfermons un chat dans une boîte opaque, en compagnie d'un dispositif létal au déclenchement imprévisible. Pour le commun des mortels, rompu à la pensée d'Aristote et de Descartes, la malheureuse bête est vivante ou morte, en raison de l'incertitude qui pèse sur le moment où elle passera de vie à trépas. Eh bien, selon Schrödinger, dès la fermeture du couvercle, elle est à la fois vivante
est morte. On peut certes très bien vivre sans se soucier de cette nouvelle vision de savant. Se dire qu'après tout, pour lever le doute, il suffit d'ouvrir la boîte. C'est ce que j'ai longtemps cru. C'est vers 11 heures lundi dernier que la sonnerie de mon téléphone me réveille. Mon premier réflexe est de regretter de n'avoir pas débranché l'appareil, comme chaque soir je me propose de le faire au moment de mon coucher. Ce qui me retient, l'espoir chimérique d'apprendre enfin une bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle, l'annonce d'un bonheur inattendu, et non pas l'assurance dont on doit de plus en plus se contenter en vieillissant qu'aucun malheur n'est survenu. Dans l'écouteur, une voix de femme rauque et comme hallucinée. Une voix que j'identifie immédiatement, même si tout en moi se révulse pour me persuader que je ne la connais pas. Bertrand, c'est Annie. Je te réveille. Excuse-moi. Annie, qui t'a donné mon numéro? Je ne figure pas à l'annuaire. L'instinct de survie m'a suggéré cette question idiote, destinée à retarder un instant l'annonce de la catastrophe que je pressens. Ton copain, Pierre Delvaux. Ne lui en veux pas, j'ai beaucoup insisté. Bertrand, ça ne va pas. Quelle remise dans le bain après 6 ans de séparation et de silence réciproque. Pour Annie, durant les dernières années de notre cohabitation, ça n'allait jamais. C'est même la raison majeure pour laquelle je la quittais en même temps que l'île de la Réunion où nous vivions. Elle n'acceptait pas que chaque jour, petits bonheurs et désagréments mineurs ne se compensent pas, que la balance du bien-être accuse toujours un déficit. Le moindre incident provoquait donc de sa part cris de colère ou jérémiades sans fin. Que de soirées ainsi gâchées. Longtemps j'avais pu faire face, consoler, rassurer. Mais la soixantaine venue, les forces m'avaient manqué. À peine m'en restait-il suffisamment pour supporter mon propre mal-être. Peut-être aurais-je pu surnager quelques années encore si le paradis réunionnais n'avait pour moi perdu tout son charme. Trop de mauvais souvenirs accumulés au fil des ans, trop de bons aussi, trop de bons surtout devenus lancinants parce qu'ils n'étaient plus que des souvenirs. Et puis, comment supporter de rencontrer chaque jour au supermarché d'anciens collègues de lycée, d'anciens élèves, qui croiraient aimable de m'assurer que je n'ai pas changé tout en pensant. Dis donc, il a pris un sacré coup de vieux, le père Lescure. Le moyen d'échapper à ce faisceau de contrariétés, prendre un aller simple pour Paris, la table rase, repartir de zéro. Je n'ai pas résisté à la tentation de ce lâche abandon doublé d'un espoir de renouveau. 6 ans après, j'hésitais encore à me prononcer sur la réussite de ma métamorphose. Mais ce soir, je sais que j'ai échoué. Ça ne va pas, Bertrand. Tu as été un salaud de me quitter. Au début, j'ai cru que j'allais m'en sortir, que ce serait même mieux qu'avec toi, que je trouvais trop vieux à la fin. J'ai fréquenté des garçons de mon âge. Malheureusement, ils étaient tous mariés, toujours prêts à coucher, mais pas à divorcer pour m'épouser, et fauchés en plus. Actuellement, je suis seul et je m'ennuie. Comment ça va pour toi? Pas trop mal, jusqu'à maintenant. Salaud. Je constate que tu n'as pas renouvelé ton vocabulaire. Oui, je ne vais pas trop mal. Moi aussi je vis seul, mais je ne m'en plains pas, au contraire. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Absolument rien. C'était vrai. Au début, la peur de l'ennui liée à l'oisiveté et à la solitude
m'avait conduit à me fixer un programme d'activité qui ne me laissa pas une minute inoccupée. Pour le corps, chaque jour, course à pied au bois de Vincennes ou musculation dans une salle de gym. Pour l'esprit, lecture en bibliothèque de tout ce qui paraissait. À la maison, rédaction d'un roman. Mais au bout de 3 ans, je dus me rendre à l'évidence, échec sur toute la ligne. Claquage et tendinite à répétition, mais surtout conscience de l'à quoi bon m'incitèrent à abandonner tout effort physique inutile. Pour éviter de prendre du poids, je réduisis mon alimentation au strict minimum et me privai d'alcool. Triste repas, triste soirée. Plus vite encore, je dus m'avouer que la littérature contemporaine ne m'intéressait pas. J'en revins à la lecture à domicile des 3 auteurs qui ont accompagné toute ma vie, que je finis par délaisser également. Quant à mon roman, il ne dépassa pas la page 27. Progressivement, je m'habituai à ne rien faire. Laisser couler le temps étendu sur mon lit. Dans ma tête, des bribes de pensées sans suite. Aucun projet, le moins possible de souvenirs. On a l'ataraxie qu'on peut. Tu ne t'ennuies pas? Non. Si, parfois. Mais j'aime m'ennuyer. Ça fait paraître le temps plus long. Et comme il ne m'en reste pas beaucoup. Toujours aussi original, Bertrand. Parce que c'est original d'avoir peur de mourir. Je t'ai appelé pour te dire une dernière fois que tu es un salaud. Tu as gâché ma vie. Tu ne m'as pas épousé, tu ne m'as pas fait d'enfant et tu m'as laissé tomber comme on jette une vieille chaussette. Annie, tais-toi. Et là-dessus, elle raccroche. Mon téléphone n'indique pas le numéro de la personne qui appelle. J'essaie à tout hasard celui de la villa que nous occupions ensemble. Une voix à l'accent créole me répond. Ayant interrogé les renseignements, je compose fébrilement le numéro qu'on m'a donné. Je me trompe, je recommence. Ça sonne. Indéfiniment. Elle ne décrochera pas. Pour rompre avec mon passé, j'ai détruit mes vieux carnets d'adresses. Mais je me rappelle le numéro de Pierre parce que nous étions très liés. Pas de réaction. Et il n'a ni répondeur ni fax. Une nuit de sommeil ininterrompu, par précaution j'avais débranché mon téléphone, m'a rendu avec une sérénité relative la capacité de réfléchir sans affolement, sinon froidement, car l'incertitude règne toujours dans mon esprit. M'est-elle définitivement étrangère, ou va-t-elle encore me téléphoner pour m'invectiver ou se plaindre? Reprendre ma vie avec Annie si elle m'accepte, pour revivre ensemble notre passé commun. Même si nous avons changé, et si les souvenirs qui nous hantent ne sont plus capables de nous apporter un bonheur égal. Je le sais maintenant, le bonheur n'est pas un bien, une chose que l'on peut offrir comme un paquet cadeau. Pourquoi sortir le chat de la boîte, si c'est pour le tourmenter en me macérant aussi? Ma journée de mercredi s'écroula dans le désarroi et la rumination de projets irréalistes. Le soir venu, je n'avais rien décidé et mon téléphone demeurait silencieux. Je dormis d'un sommeil agité de rêves dont je ne me souvenais pas au réveil. Seule subsistait l'impression désagréable qu'il m'avait causée. Souffrir sans savoir pourquoi, n'est-ce pas le comble du désagrément pour quelqu'un affligé comme moi d'un tourment bien réel? Mais sans que je sache davantage pourquoi, ma décision était prise. J'allais téléphoner à Annie. 9 heures à la réunion. Elle est à son travail.
J'attendrai son retour à son domicile. Le temps me paraît long. 6 heures du soir là-bas. Elle devrait être rentrée, mais j'hésite encore. Mon doigt sur les touches de l'appareil, dans l'écouteur une sonnerie, puis sa voix. Annie est de nouveau dans la boîte et le couvercle se referme. Pour l'en faire sortir, une seule solution, aller reprendre ma place auprès d'elle. Abandonner la solitude où je me plais. Mais le souhaite-t-elle vraiment? D'ailleurs, on doit s'habituer au paradoxe de Schrödinger comme on s'habitue à tout, à la condition naturellement de ne pas être à la place du chat. Bonne nuit. Bonne nuit.